Ça y est. Ah, ben voilà, ça y est. Ça a été toute une aventure. Et vous savez quoi? J'ai dû passer sur mon téléphone portable. Ah oui. C'est du Donc c'est bonjour. le. Je me suis dit peut-être qu'il fallait changer d'appareil, je sais pas. Bonjour tout le monde et navré pour le retard. L'homme a créé la machine et la machine a fini par le trahir. Ça, c'est super ça. Ok. Ben, tout grand merci d'être là, en tout cas, déjà. Euh, on a pu faire une grande introduction. Oui. Alors, on voulait te demander avant si on se tutoie ou on se vous voit, mais on a commencé à se tutoyer, donc Ah, on y va. c'est peut-être bon comme ça, on y va. Ouais, ben ça fait déjà une demi-heure qu'on se connaît, qu'on parle C'est ça. sans t'entendre, donc c'est bon, hein. Je pense qu'il y a une histoire d'amour qui a commencé. Ok. Alors, pour recadrer donc le webinaire, Jean-Baptiste et moi, ben, nous partons à la rencontre de personnes qui nous inspirent, des personnes qui ont aligné leur potentiel à leur vie et leur vie à leur potentiel. Ça marche dans les deux sens d'ailleurs. Et alors, au lieu de le faire égoïstement, on a décidé de le faire sous forme de webinaire et nous rejoindre les personnes qui nous rejoignent, sachant que beaucoup de personnes vont encore regarder ce webinaire en replay puisqu'il est disponible pendant plusieurs jours par la suite. Et on leur dira qu'ils pourront sauter les 30 premières minutes, hein, et passer directement. Ok. Alors, voilà, ben, Didier, qui es-tu? Si tu dois te présenter, ben, tu es qui aujourd'hui, là? Quelle question? Question énorme, question énorme. Déjà, encore une fois, je suis navré pour l'attente que vous avez dû avoir. Vous savez, c'est le dimanche et le dimanche, on reçoit la famille et ils arrivent comme ça, ils ne reviennent pas. C'est la famille, on les aime comme ça, donc il faut faire avec. Euh, Tout simplement, ce que je peux vous dire, c'est que voilà, je suis un passionné du développement personnel. J'ai pas toujours été, ça n'a pas toujours été le cas parce que moi, je connaissais pas ce monde-là. J'ai raté mon baccalauréat alors que tout le monde a réussi. Ça a fait en sorte que finalement je me suis retrouvé dans la rue parce que j'ai cruellement. C'est pas si on doit dire dépression, parce qu'être un jeune qui a une dépression, ça peut être rigolo, mais j'ai été vraiment en état dépressif. Et je me suis retrouvé dans la rue parce que je ne croyais plus du tout en moi. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu la chance de rencontrer une dame exceptionnelle qui est Nena Hills, qui m'a permis de croire un peu plus en moi, ce qui fait que je suis devenu, grâce à elle, vice-champion de France des meilleurs orateurs, champion Rhône-Alpes à 2 reprises, alors que je croyais pas du tout. Je suis devenu conférencier, je donne des conférences un peu partout, Suisse, Belgique, Canada, ici en France. J'ai écrit plusieurs livres sur la confiance en soi. Et ce qui me passionne aujourd'hui, c'est tout ce qui est leadership, confiance en soi, aider les gens vraiment à croire en ce qu'ils peuvent réaliser, quoi. Parce que étant donné que je suis le premier exemple d'une personne qui doutait beaucoup d'elle, et vu ce que je suis en train de faire aujourd'hui, j'ai créé un magazine il y a quelques mois sur l'art de parler en public, et j'ai aussi une école de conférenciers pour aider les gens à devenir conférenciers. Bref, je fais beaucoup de choses en même temps, ce qui fait que c'est ça, c'est que quand on se rend compte que tout est possible, on se pose la question avec quoi est-ce que je vais m'amuser aujourd'hui. C'est peut-être pas une très très bonne chose, mais en tout cas, ça veut dire que l'avion, on commence à le prendre comme un jeu. Donc voilà les multiples casquettes que j'ai et Dieu seul sait ce qui arrivera après. En tout cas, pour l'instant, c'est ça. Et qu'est-ce qui s'est passé là entre ben, justement le moment où tu étais à la rue, en dépression, le jeune Didier et Lena Hills? Parce qu'on se dit, mais comment est-ce qu'il a rencontré une telle personne? Grosse question et une question très très importante. Et là, tu es en train de toucher un point très important là au niveau de l'environnement. C'est-à-dire que à un moment où je rate mon examen, c'est un peu comme les personnes qui ne vivent que pour leur travail, qui ne vivent que pour leur famille, qui ne vivent que pour leur couple. C'est-à-dire que leur identité ne dépend que de ce truc qu'ils possèdent là. OK? Quand on perd ça, c'est un peu comme si on perd ses repères en fait. C'est-à-dire que si on a défini notre identité par rapport à notre intelligence, le fait de rater un baccalauréat, un examen ou un concours, on a l'impression de ne plus être rien en fait. Ou on perd subitement son emploi ou sa famille ou un enfant, ça fait qu'on peut carrément perdre ses repères.
Et moi, j'ai donc été dans ce cas-là. Et quand on perd ses repères, tout ce qu'on a envie de faire, c'est un peu magnétique. On a une seule envie, c'est d'être avec les personnes qui nous comprennent, en fait. Dans d'autres personnes qui ont perdu leurs repères comme nous. Et ça va dans les deux sens. Donc, finalement, sans m'en rendre compte, j'avais dirigé le cap vers autre chose de ma vie qui est je suis nul. Et du coup, il fallait que j'aille retrouver d'autres personnes qui étaient dans le même état d'esprit que moi. Donc, je me suis donc retrouvé dans la rue pendant près d'un an. C'est pas que, il y a quelque chose de très important à signaler là-dedans, c'est que au même moment où j'étais en train de vivre ça, il y avait de l'emploi. Mes parents étaient là, ma famille était là, mes frères et sœurs étaient là. Mais c'est souvent un point qu'on oublie, c'est que l'abondance est toujours autour de nous, mais le focus qu'on a, l'état d'esprit qu'on a fait en sorte qu'on ne voit pas, et en réalité, on n'a pas vraiment envie de ça. C'est-à-dire que si on venait me proposer à ce moment-là le plus beau job du monde, je l'aurais sûrement pas pris. Pourquoi? Parce que mon état d'esprit n'était pas orienté là-dedans. Donc je voulais pleurer sur mon sort, mais surtout la conception que j'avais de moi à ce moment-là, elle n'était pas bonne du tout. Elle ne pouvait que m'entraîner dans une situation dégradante. Donc j'ai été pendant longtemps dans cet état-là, et c'est toujours les rencontres en fait. Donc, comme au moment où j'étais dans la rue, je n'étais pas en train d'errer sans rien en fait. Et on a la chance en France qu'on a des organismes qui aident les jeunes en fait, la mission locale. Donc, on allait de maison en maison parce qu'on ne veut surtout pas nous amener à rester confortable dans un camp où on était réfugiés pendant longtemps. Donc, il faut toujours nous faire bouger pour que on ne s'habitue pas en fait. Et j'ai eu la chance que à ce moment-là, il y avait une dame, Audrey Alf, qui m'a dit un jour, Didier, tu as beaucoup de potentiel, qu'est-ce que tu fais là? Tu devrais trouver du travail. Bref, je me suis retrouvé dans un centre de réinsertion, d'accord, pour nous aider à avoir un niveau baccalauréat en fait. Donc, on devait faire des mathématiques, calculer les heures, comment écrire une lettre voilà. Et c'est dans ce cas-là, dans cet endroit-là que on a organisé le Téléthon. C'est-à-dire que tous les jeunes qui étaient un peu dans une situation défavorables sont un peu comme si c'était la seconde chance en fait. Tous ceux qui sont sortis du cursus solaire sont un peu la seconde chance. Donc on essaye de vous donner les éléments pour essayer de vous amener à vous débrouiller dans la vie quoi. Et le travail que j'avais trouvé à ce moment-là, on me l'avait donné, on a dit il faut que tu fasses quelque chose, il faut que tu sortes de là. C'était démolisseur dans le bâtiment. Donc, il fallait, tu as ta massue, il fallait frapper sur des murs et tout ça. Et j'étais tout chétif comme ça. Je me disais qu'est-ce que je vais faire et tout, je vais mourir. J'en ai parlé à ma mère, elle a rigolé. Elle m'a dit mais toi tu vas mourir. Parce que dans ma tête, vous savez quand à l'école vous êtes premier de classe tout le temps. Dans ma tête, je n'aurais jamais imaginé de toute ma vie me retrouver comme démolisseur dans le bâtiment. Souvent, on voit des personnes, on leur demande c'est quoi leur avenir. C'est que dans leur tête, s'ils ont fait un tweet qui est terrible, l'avenir pour eux, c'est pas réjouissant en fait. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé qui a fait en sorte que pour eux, l'avenir, ça n'existe plus. Et du coup, quand on veut commencer à reprendre goût à la vie, c'est clair qu'on prend le bout du fil par là où on peut en fait. Moi, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai eu cet emploi-là qui m'a fait énormément souffrir, mais j'avais pas le choix parce que quand j'ai inséré cette formation de réinsertion, j'ai découvert d'autres jeunes comme moi qui avaient envie de se réaliser en fait. C'est que j'avais changé d'environnement. Et ça donne de l'espoir, ça donne envie de se battre en fait, d'y aller. Et comme on organisait le Téléthon, lorsqu'on a organisé le Téléthon, on m'a choisi pour remettre ce qu'on avait collecté lorsqu'on était au marché. Et il fallait faire un discours. J'ai donc fait le discours que les gens ont énormément apprécié. Et depuis que j'étais sorti du cursus scolaire, c'était la première fois, les amis, la toute première fois qu'on me félicitait pour quelque chose. Wow. Et ça, c'est quelque chose qui m'a énormément touché parce que la directrice, elle était venue me voir après et elle m'a dit Didier, tu devrais travailler en communication parce que tu es extrêmement doué. Et la bonne nouvelle,
c'est que pour travailler, pour avoir fait ce discours-là, j'avais utilisé un livre que j'avais acheté, qui a cultivé votre charisme et votre pouvoir de conviction. Je vous invite à l'acheter, il est génial. Et l'auteur de ce livre, c'est qui? C'est Kinina Hills. Je ne la connaissais pas encore. Donc, je me suis juste dit que si après avoir lu ce livre, j'ai pu avoir un tel impact, si je travaille avec elle, ça peut être énorme. Donc, je m'en vais sur Google, je cherche Kinina Hills, ça tombe bien, elle a un site internet. Ce site internet, je laisse un message, je veux juste avoir des informations et tout. Et elle fait partie des rares personnes qui répondent quand on laisse un message sur le site internet. Et elle me répond et elle me dit je suis désolé, je ne donne pas d'informations au public, c'est plus en entreprise et ça me prend beaucoup de temps, je suis désolé. Mais les amis, pendant près d'un an, j'ai été dans la rue. Confiance en moi à plat. Tentative de suicide, j'en ai fait. Je ne croyais pas du tout. Et le fait d'avoir juste un tout petit moment de reconnaissance où tous mes camarades, tous les enseignants qui étaient à l'organisme, les membres de l'AFM qui organisent le Téléthon, viennent me voir après. Ce tout petit moment-là m'a donné vraiment envie d'y croire. Et il fallait que je lui dise à Kéina Hills, il fallait que je lui dise que vous savez quoi, madame, votre livre, il est génial. Votre livre, il est top. Voici d'où je pars. Regardez ce que le livre a fait. Donc, je me suis lancé dans une tirade à l'écrit. Et le lendemain, à ma grande surprise, j'ai une réponse de Kélina qui me dit eh bien, vous savez quoi, votre lettre, elle m'a tellement touché, Monsieur Gélanor, que je pense que je peux faire quelque chose pour vous. La lettre, ce mail-là, je l'ai lu 3 fois. Je l'ai lu 3 fois, je n'en revenais pas. C'était tellement énorme pour moi. Et c'est comme ça que j'ai réussi à rencontrer Kélina Hills 1 mois après, sur Lyon. J'ai passé une journée avec elle. Et pour moi, c'était une journée magique. Une journée magique parce que je ne sais pas si vous pouvez comprendre l'état d'esprit. C'est que comme je venais tellement de loin et que c'était la première fois de ma vie que je rencontrais un auteur, auteur d'un livre pour moi c'était inouï en fait, c'était inouï. Et elle m'a fait une révélation qui a changé carrément mon mindset. Elle est, comment dire ça, elle est experte internationale en communication et influence. Elle coach des dirigeants, elle coach des politiques. Et elle me dit, tu sais quoi, Didier, moi, je n'ai pas le baccalauréat. Et là, c'est une croyance qui s'envole comme ça. J'entends les bruits dans ma tête comme un verre qui s'éclate. Comment c'est possible? Parce que j'ai grandi dans la croyance où c'était ton intelligence, les notes que tu avais à l'école qui allaient te permettre d'obtenir X ou Y. Et là, elle est en train de me dire autre chose. Et que sans ça, tu peux être une experte internationale, tu peux écrire des livres, tu peux accompagner des gens, tu vois. Et là, je me suis dit, en fait, tout est encore possible. Tout est encore possible. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Ah, un peu, oui. Vas-y, Marc. Ouais, j'ai une question du coup. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'imaginer maintenant ta vie si tu avais eu le baccalauréat? Elle est un peu bizarre ma question, mais non, elle n'est pas bizarre. Elle n'est pas bizarre. Elle n'est pas bizarre, sauf que je me suis jamais posé cette question. ouais. C'est drôle, je me suis jamais posé cette question parce que je sais pas, elle n'est jamais voulu, elle n'est jamais venue dans mon esprit. Je sais d'ailleurs pas pourquoi. Je pourrais pas te dire pourquoi. Ouais, Elle n'est jamais venue dans mon esprit parce que je crois que c'est vraiment cette idée-là, c'est que quand on commence à y croire, tu prends le bout du fil là où tu peux, et tout ce que tu as à faire à partir de ce moment-là, c'est de le suivre avec la conviction ferme qu'au bout de ce bout de fil, tu vas avoir ton bonheur. Et ce qui est drôle, c'est que durant tout le parcours, tu te rends compte que tu trouves des choses quand même assez exceptionnelles et que tu n'es pas encore arrivé au bout du fil. C'est ça qui est extraordinaire. Dans le temps que tu te retournes en arrière pour savoir d'où est-ce que tu viens, tu n'as pas trop de questions à te poser parce que tu sais que, hey, j'ai encore le fil au bout de ma main, il faut que je continue à avancer en fait.
il faut que continuer à avancer. Parce que la question que je me pose, moi, c'est que demain, qu'est-ce qui va se passer de génial, en fait? C'est quoi la découverte que je vais faire? C'est pour ça que souvent, je pense que, et l'histoire nous le montre, que souvent les personnes qui ont connu des moments difficiles, ils ont une propension très facile à être heureux ou heureuses, en fait. Elles ont vraiment cette propension-là parce que elles sont tellement conscientes de ce qu'elles n'avaient pas avant qu'aujourd'hui, chaque jour, c'est une beauté, en fait. Chaque jour, c'est un paradis. Chaque jour, c'est un succès. Et la véritable question, c'est comment est-ce que je fais pour que aujourd'hui soit un succès pour moi? Pas que ce soit une journée parfaite, c'est pas ça le truc. Mais comment je vais faire pour que aujourd'hui soit une journée réussie? Comment je vais faire? Parce que si aujourd'hui c'est une journée réussie, cette semaine peut être une semaine réussie. Cette année peut être une année réussie. Donc tout va dépendre de ce que je vais faire chaque jour, en fait. Donc pas le temps de trop regarder en arrière. D'ailleurs, j'ai une mémoire qui est assez qui est assez sélective en plus. Et, non, 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 je me suis jamais posé cette question. Et merci de me la poser. Ça fait réfléchir. Avec plaisir. Euh, J'avais une question, du coup elle est partie. C'est pas Ouais, grave, bah, Jean-Baptiste, ouais, ça va revenir. moi j'ai une autre question, c'est se dire, est-ce que enfin, le message que tu as donné là tout de suite par rapport à la lettre que tu as envoyée, enfin, c'est juste génial et je me Ah demande, ouais. mais comment ce jeune, à ce moment-là de ta vie, a trouvé le courage et la confiance, puisque c'est un sujet qui te parle, ben, d'envoyer cette lettre? Bah, j'aimerais tout simplement dire que, tu sais, souvent on se pose trop de questions. On se pose vraiment beaucoup de questions. Je ne pense pas que, tu sais, souvent on parle d'audace, mais je pense que quand une personne pose un acte audacieux, il ne se dit pas toujours que l'acte que je vais poser est audacieux. Il se dit juste que il suit le cours de son existence, en fait. C'est que là, aujourd'hui, on est en train de lui dire non, que la personne, elle n'a pas le temps. Et il a juste envie de partager à cette dame-là que, mais vous savez quoi, votre livre, il est exceptionnel. C'est tout ce que ce jeune homme-là, il a envie de partager, en fait. C'est tout ce que moi, j'avais envie de lui dire. Tout comme à sa maman, on a envie de lui dire un jour, tu sais quoi, maman, je ne sais pas, je n'ai pas essayé toutes les autres mamans, mais moi, de l'expérience que j'ai, c'est l'expérience la plus merveilleuse qui existe. Et t'attends rien, en fait. Tout comme tu as envie de dire à ton formateur, parce qu'il t'a permis de comprendre un truc essentiel, tu as juste envie de lui dire, là, ce que vous venez de partager avec moi, là, c'est tellement puissant que ça m'ouvre, ça m'ouvre un champ que je ne pensais pas, en fait. Mhm. Et je pense que cette attitude-là, ça nous amène chacun d'entre nous à vivre dans le moment présent, en fait, et à être beaucoup plus dans la reconnaissance de ce qu'on a. Parce que, vous savez, ce qu'on dit, c'est que soit tu vois que tout est un miracle, soit tu vois que le miracle n'existe pas. Mais en réalité, comme j'ai souligné tout à l'heure, c'est qu'il y a des personnes à qui on envoie des messages sur leur site internet, on n'a jamais de réponse. Et il y en a d'autres qui répondent. Donc moi déjà, le fait qu'elle m'ait répondu, moi j'avais déjà pris ça pour un truc énorme. Tu as tout juste envie de lui partager ce que tu as vécu, parce que vous n'étiez pas là ce jour-là. Mhm. J'étais en pleurs quand les gens venaient me dire, les gens étaient en pleurs dans la salle quand j'étais en train de faire quand j'étais en train de faire ma conférence. J'étais en pleurs quand les gens me disaient, Didier, c'est génial. Et je ne sais même pas pourquoi j'étais en pleurs, parce qu'on était juste en train de me dire que ton discours était bien. Mais je crois que j'étais en pleurs parce que je me rappelle que quelques mois avant, j'avais tenté de mettre fin à ma vie, en fait. Et c'est ça le problème quand on manque de confiance en soi, c'est que on, se, on est tellement concentré sur ce qu'on ne peut pas faire sur le moment T qu'on n'a pas une boule magique pour savoir que, hey, hey, là, dans quelques jours, dans quelques mois, dans quelques années, si tu fais ce qu'il faut, ta vie ne sera plus jamais la même. Donc chaque fois que, ça c'est ma philosophie à moi, chaque fois que je trouve ou je rencontre une personne qui me donne la possibilité de croire un peu plus en moi,
qui me donne la possibilité d'ouvrir un peu plus mon mindset, je ne peux que lui être reconnaissant. Pour moi, c'est naturel. C'est pour ça que faire des compliments, encourager les gens, je pense que c'est quelque chose qu'on devrait tous faire. Parce que si moi, ça a sauvé ma vie, c'est clair que ça peut le faire pour tellement d'autres personnes. Parce qu'en réalité, au-delà du nom, de la couleur de peau, de l'éducation qu'on a, en réalité, on est tous pareils. En termes d'émotions, en termes de rêves, en termes d'envie, on a tous envie d'être heureux en fait. Mais on sait que être heureux tout seul, ça marche pas. Personne n'a envie d'être au paradis tout seul, c'est nul. Pourtant, c'est le paradis, mais il n'y a rien de plus angoissant que ça. Mais on sait que pour que ce soit top, il y a bien des gens autour de moi. Et pour que les gens soient autour de moi, il faut que je leur dise pourquoi ils sont là en fait, pourquoi je passe du temps avec eux, pourquoi j'aime être avec eux. Et ce n'est que comme ça que jour après jour, on va arroser les fleurs. Et ces fleurs-là qu'on arrose, ce sont les compliments, ce sont les encouragements, c'est super, c'est super. Donc je pense pas que c'est vraiment un courage, c'est plus une façon de dire merci, quoi. Et aujourd'hui, c'est essentiel. Pas de flatterie, mais vraiment un merci qui nous. Si j'avais juste dit à Kilina, ok, votre livre il est génial, je pense pas que j'aurais eu cette réponse-là. Mais c'est qu'à un moment, je pense qu'aux gens, souvent c'est notre ego en fait. On se dit non, j'ai pas. Vous savez, il y a souvent des gens qui ont ces phrases là. J'ai pas envie de lui dire que c'est top parce que ses genoux vont enfler. J'ai pas envie de lui dire que ce qu'il a fait c'est bien parce que il va prendre la grosse tête. C'est quoi ces conneries? C'est quoi ces conneries? C'est-à-dire que je préfère ne rien dire que de féliciter et d'encourager quelqu'un. Moi, j'ai appris dans la réussite, après avoir rencontré tellement de personnes, que ce soit aux États-Unis ou au Canada, que les winners, là, ce sont les gens qui savent s'encourager. Ça, c'est sûr. Ils savent se dire, hey, ce que tu as fait là, c'est top. Tu sais quoi, là, tu me challenges. Parce que là, ce qu'on apprend dans notre mindset, c'est à nous dire que la réussite aussi, c'est possible pour nous. C'est pas étonnant aujourd'hui que moi aussi, je suis en train de coacher des politiques et que je forme des gens à devenir conférenciers. Mais parce que j'ai eu cette ouverture-là avec Kilina Hills. Et c'est ça qui est génial, en fait. Vous savez, il y a quelqu'un qui dit que quand tu regardes un tableau et que le tableau, tu sais pas pourquoi, mais tu es ému face au tableau, c'est que il y a une connexion qui se passe entre le tableau et toi. Ben, c'est la même chose quand tu rencontres une personne qui t'émeut, qui te sort une phrase à un moment précis, tu ne sais pas pourquoi, mais il a fallu que tu rencontres cette personne-là pour avoir ce message-là. Ça veut dire que cette personne-là, c'est pas n'importe qui. Ce serait une erreur de ta part de le considérer comme un passant, comme quelqu'un. C'est pas n'importe qui. Donc, et c'est pour ça que ça nous amène à aimer profondément les êtres humains qu'on rencontre en fait. Parce que tu ne sais jamais, au bout du fil, ce que la personne va devenir dans ta vie. Peut-être qu'elle n'est que de passage, mais le rôle qu'elle va jouer, tu n'as aucune idée de ce que ça peut être en fait. Tu n'as aucune idée. Donc, je pense que c'est tout naturel de pouvoir dire aux gens que toi, tel jour, tu m'as apporté ceci et je te dis merci pour ça. Il y a donc ce compliment, il y a ce livre, mais qu'est-ce que tu déclenches en toi et qui fait que tout d'un coup, ça bascule? Qu'est-ce que tu actives? C'est la rage de vivre. La rage j'ai envie de dire que nous tous, on est nés, c'est pour réussir en fait. Pardon, nous tous on est nés, c'est pour réussir. On a tous cette envie-là, c'est de croquer la vie à pleines dents, c'est de créer notre propre paradis, quel que soit là où on est. On a envie de, et nous tous on a ça. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des environnements qui permettent de déclencher ça sur certaines personnes. Certaines personnes pensent même qu'elles l'ont même pas. Mais il y a un environnement, il y a un événement, il y a des personnes qui arrivent à déclencher ça chez nous. Et il y a des gens, c'est comme Serena Williams. Qu'est-ce qui fait que Serena Williams, elle est en train de perdre un championnat? Et là, à la dernière minute, on ne sait pas ce qui se passe. Elle remonte alors que tout le monde sait déjà qu'elle a perdu. Elle arrive à remonter. Je pense que cet instinct de survie-là, on l'a tous. Mais la véritable question, c'est de se connaître et de savoir
qu'est-ce qui déclenche ça chez nous? Ouais. Qu'est-ce qui déclenche ça chez nous? Et c'est pour ça que ça revient encore à ce que Socrate disait, c'est connais-toi toi-même. Et que même si tu ne te connais pas, entoure-toi des personnes qui suis ton intuition. Ça, c'est vraiment ce que j'ai envie de dire. Tout à l'heure, là, quand je parlais de fil, en réalité, c'est de ça dont je parle. Le fil que tu tiens, tu dois juste le suivre. Et quand tu le suis, hey, tu ne peux pas imaginer, on ne peut même pas imaginer tout le processus qui a été mis en place pour qu'on vienne au monde. On ne peut pas imaginer. Mais tout ce processus-là, c'est pas un processus qui a été purement rationnel. C'est une série d'intuitions. C'est une série d'intuitions. Et c'est clair que cette série d'intuitions-là, elle sait mieux que nous, c'est que nous permet d'être heureux. Sans oublier que nous aussi, on a nos sentiments de bonheur. Souvent, ça c'est un truc simple, hein, on peut être en train de discuter avec quelqu'un. Moi, je me fie beaucoup à ce que je ressens quand je suis avec quelqu'un. Mais ce n'est pas pareil chez tout le monde. Mais nous tous, quand on est face à quelque chose de grand, pour nous, on ne sait pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui se passe. Toujours. Toujours. Et je pense qu'on devrait être curieux de savoir, d'aller un peu plus loin en se posant la question, pourquoi je ressens ça? Cet être-là qui est devant moi, ou bien cet événement-là, ou tout comme quand c'est quelque chose qui est négatif, hein, on est assez doué pour ça, pour pouvoir suivre ce courant-là, en fait. On est assez doué pour ça. Ok. Marc, tu as une autre question, Marc, sur ce sujet ou... Sur ce sujet, non. Merci pour la réponse. En tout cas, là aujourd'hui, là, je suis face à quelque chose de grand. Là, il y a quelque chose qui résonne en moi dans tout ce que tu dis. Donc déjà, merci pour tout ça. La question, toi, tu as encore peut-être une question sur Jean-Baptiste? Non, non, pas sur ce sujet. Je voulais juste Moi, qu'on... voilà. Donc, je voulais maintenant savoir, tiens, aujourd'hui, est-ce que Didier Gélanor a encore des doutes, des craintes, des peurs? Tu as réalisé il y a pas mal de projets. Quand je t'entendais au début, tu dis ben voilà, chaque jour je me demande qu'est-ce qui va m'arriver de chouette, qu'est-ce que je peux encore provoquer. Alors est-ce qu'il t'arrive encore d'avoir des périodes de doute, de Absolument. Absolument. Sinon, ça deviendrait plus un jeu. Ça ne deviendrait plus un jeu. Sinon, c'est quoi plus les drôle. doutes? C'est quoi les doutes C'est- aujourd'hui de Didier Gélanor? Les doutes aujourd'hui, c'est comment je vais vous dire ça? Moi, je vois la vie, et c'est souvent quand j'accompagne les gens, c'est souvent ce que je leur dis, c'est que plus on grandit, plus on franchit des étapes. Et plus on franchit les étapes, plus on grandit émotionnellement, psychologiquement, intellectuellement, voilà. Et ce qui est étrange, c'est que la vie, nos projets vont toujours être beaucoup plus grands que la personne que l'on est, en général. C'est-à-dire que je ne suis pas parent, tout d'un coup je deviens parent, ça m'amène à devenir quelqu'un de meilleur que ce que je n'étais avant que je n'aie mon enfant. Je n'avais pas d'emploi et maintenant je commence à chercher mon emploi, ça m'amène à devenir quelqu'un de plus grand que ce que je n'étais. C'est-à-dire que, et si en plus on est ambitieux, c'est clair qu'on va toujours se heurter à des sommets qui sont beaucoup plus hauts que ceux qu'on a affrontés précédemment. Et c'est clair que plus c'est haut, plus il y a des doutes qui naissent parce qu'on est toujours dans un état de dépassement de soi. Toujours. On est toujours dans un état de dépassement de soi. Et le dépassement de soi, ça va toujours avec la remise en question. Toujours avec des doutes. Sinon, on ne parle plus de dépassement de soi. Et c'est ça qui est rigolo. La véritable question, sinon la vie, elle n'est plus drôle en fait. Et c'est pour ça que dans la grande sagesse, l'univers a été fait de telle sorte qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Parce que si on savait déjà que, ok, cette zone-là, je la maîtrise, tout ça, je maîtrise, ben, on deviendrait très vite dépressif parce que il n'y a plus rien d'amusant à savoir ce qui va se passer. Il n'y a plus rien d'amusant d'avoir fait le tour de son métier. Il y a d'ailleurs des personnes qui disent ben, moi j'arrête parce que ben, j'ai fait le tour. Parce que nous, les êtres humains, on a été conçus un peu pour relever des défis. Si on voit depuis que l'univers, j'exagère, mais depuis que
le monde des mondes, quand on voit tout ce qu'on a fait comme évolution, ben c'est tout simplement parce que on a cette capacité-là où les gens se remettent en question, où les gens ils ont des doutes et ils se posent toujours la question de savoir comment est-ce que je peux faire pour améliorer cette situation, comment je peux faire pour améliorer ce produit, comment je peux faire pour améliorer ma vie. Et c'est ça qui fait en sorte que ces 10 dernières années, il y en a encore une plus grande explosion en termes d'innovation. Et ça va continuer, et ça va continuer. Dans les doutes, je les ai. Chaque fois que je me lance des défis, je disais tout à l'heure que j'ai lancé un magazine. J'ai jamais fait ça de toute ma vie. Dans ma personne, il n'y a jamais personne qui a fait ça. Je lance un magazine sur l'art oratoire. Il faut tout faire. Il faut tout faire. Je suis dyslexique, dictée, j'avais tout le temps 0 en dictée. Et là, je crée un magazine. C'est les équipes, il faut tout faire pour ça. Et bien sûr qu'il y a des doutes. Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va sortir? Est-ce que il n'y a rien de sûr? Mais comme je disais, il faut suivre le fil d'Ariane et il faut tout simplement se dire que l'échec est impossible. Moi, c'est un mantra que j'ai. L'échec est impossible. Le succès, il est garanti. Parce que quand moi, je pars avec cet état d'esprit, que le succès est garanti, c'est que, pardon, je vais tout faire pour que ça marche en fait. Mais ça n'empêche pas que j'ai des doutes. La véritable question, c'est que quand j'ai des doutes, qu'est-ce que je fais pour gérer ça? C'est ça en fait le grand jeu à avoir. C'est qu'on sait que quel que soit ce qu'on va faire, chaque fois qu'on va arriver dans un terrain qui est nouveau, notre cerveau, il est conçu comme ça, on va toujours paniquer. Ça, c'est certain. Même quand on voit des personnes qui sont sereines, au fond, elles paniquent à l'intérieur. C'est pour ça qu'à la fin, on leur dit souvent, ah, c'était bien. Ils disent non, je paniquais. Non, ça ne se voyait pas. Mais parce que nous sommes tous comme ça. Il y a certains qui le cachent bien, il y a d'autres qui le gèrent mieux. Mais chaque fois qu'on est face à une situation qui est nouvelle, il y a des craintes, il y a des doutes, parce que c'est nouveau pour nous. C'est quoi tes trucs, justement, quand tu es dans la panique pour pouvoir surmonter ça? Ah ouais, il y en a tellement. Je vais donne-en un ou deux. Ça dépend de comment dire ça. Ça dépend de la période. Si, prenons l'exemple d'un cas concret, d'accord? Là, je crée je sais pas, soit le magazine ou bien. Le magazine. Il y a un oh, d'accord, ok. Allons-y avec le magazine. Le magazine, une des choses que moi je fais généralement, c'est que je ne me laisse pas d'alternative. Quand je dis que le magazine va sortir, je mets aussitôt la date de lancement du magazine. Le magazine va être lancé à telle date. Ça, dès que moi j'ai calé la date, c'est fini. La date, elle est calée. Donc, ça veut dire que ce que les gens ne comprennent pas, c'est que notre cerveau, on doit l'éduquer en fait. On doit lui dire comment est-ce qu'il doit fonctionner. Parce que lui, il a ses habitudes en fait. Et il ne va pas nous amener là où on veut, parce que lui, il a ses habitudes où il est confortable. Donc, si à un moment, on n'est pas ferme dans les décisions qu'on prend, comme par exemple, caler une date pour un événement, caler une date pour je ne sais pas quoi, si on ne fait pas un truc qui l'engage, ben, il ne va pas nous prendre au sérieux. Bon, le truc maintenant, c'est que quand il va savoir qu'on a pris un truc qui nous engage, au début, il va rigoler, d'accord? Il va se dire, d'accord, on le laisse faire. Et après, ce qu'il va faire, c'est qu'il va nous amener à rationaliser. Il va nous amener à commencer à douter, en fait. C'est à ce moment-là que le doute arrive. Parce qu'il se dit, non. Et maintenant, ce qu'il faut faire, avec les peurs et tout ça, c'est tout simplement de le rassurer. Aussi simple que ça. Il faut juste le rassurer. C'est tout. Il faut l'amener à se rendre compte que, parce qu'il veut nous protéger le mec, il veut juste l'amener à se rendre compte que, t'inquiète pas, on ne va pas se casser la gueule. On va pas se casser la gueule. Mais maintenant, je suis en train de comprendre que, ok, t'as peur, tu paniques, je sais pas pourquoi, mais dis-moi, pourquoi tu paniques? Et là, je prends une feuille et je note tout ce qui fait que j'ai peur. Parce qu'il est en train de m'avertir, là. Il est en train de me donner les renseignements qu'il faut que je prenne en compte pour ne pas me casser la gueule. C'est clair que ce moment-là, il est inconfortable, mais il faut que je vive ça, en fait.
Donc, je fais la liste de, OK, financièrement, ça va te coûter des sous. Donc, il faut que tu fasses attention à tes finances. Il faut que tu ne sais pas écrire, tu ne sais pas faire ci, tu ne sais pas faire ça. Tu es dyslexique, tu l'as jamais fait. OK. Donc, du coup, je comprends quoi? Je comprends qu'il faut que je m'entoure d'une équipe. Ce qui est génial avec ça, c'est que je vais trouver à côté tout ce qu'il faut pour calmer le mental. Ça, c'est quelque chose que je fais concrètement. Donc, plus je vais prendre une équipe, je vais prendre une personne qui va s'occuper de la rédaction, je vais prendre une personne qui va s'occuper des interviews, Donc là, du coup, il est calme. Un autre truc que je fais avant, c'est tout ce qui concerne la visualisation. C'est qu'il faut que mentalement, il puisse voir le chemin, en fait. Plus il va voir le chemin, plus il va avoir l'impression d'avoir déjà vécu ça. Comme je sais exactement ce que je vais faire et que je l'ai déjà rédigé, donc je vais juste faire une visualisation pour voir exactement comment va se passer le truc. Donc plus je vais le voir, plus il va comprendre, plus il va dire ah d'accord, ok, ah, d'accord, ok, ah d'accord, ok, ah d'accord, ok, ah c'est ça. Et quand je fais la visualisation, l'état d'esprit dans lequel je suis, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, le succès est garanti. Je ne me pose pas 10 000 questions. C'est-à-dire que je ne vais pas en ayant le frein à main levé, quoi. Il est baissé. C'est que on va là-bas, c'est pour réussir. Un autre truc que je fais, toujours là-dedans, c'est de baisser les attentes. C'est-à-dire que je ne me mets pas dans une situation où l'attente, ça va être un truc qui va toucher des millions de personnes. Ça, c'est souvent une des choses que les gens ne comprennent pas. C'est-à-dire que quand il veut se lancer dans quelque chose, il veut tout de suite que ce soit une explosion. Mais tous les livres que vous voyez là, et il y en a d'autres, sur la biographie des personnes à succès, ils ont toujours eu l'humilité de commencer petit. Parce que souvent les gens, ils confondent les objectifs. L'objectif, c'est pas de devenir millionnaire avec le magazine demain. L'objectif, c'est que demain, il sorte. C'est aussi simple que ça. Donc, il faut vraiment apprendre à jouer avec son mental. C'est que tout ce que tu veux, c'est que le magazine sorte. C'est tout ce que tu veux. C'est tout ce que tu veux. La priorité, c'est ça. C'est pas tant le nombre de ventes, le nombre, c'est qu'il sorte et que ça te coûte moins cher. C'est ça c'est ça la base. Parce que dès que le magazine est sorti, tu peux commencer à réfléchir sur comment est-ce que tu vas le vendre. À combien de personnes tu vas le vendre. Et c'est un truc à long terme. Il ne faut pas le voir comme un sprint, en fait. Donc, c'est comme ça que tu négocies avec ton mental, tu négocies avec lui, tu négocies avec lui. Et au fur et à mesure que tu avances, il se dit, ah ouais, ok, 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 ok. Et c'est pour ça que les gens sont étonnés que tu vas de succès en succès parce que tu réussis tout ce que tu entreprends. Mais ce qu'ils ne comprennent pas et ce que les gens ne savent pas, c'est qu'ils ne voient que la partie visible de l'iceberg. C'est-à-dire que tu ne montres que le magazine que tu as sorti. Mais tu ne montres pas tout le projet que tu as derrière parce que tu n'es encore qu'au début. C'est exactement pareil dans tout ce que tu es en train de faire, en fait. Et que c'est dans le long terme que tu le vois. Et souvent, les gens, je dis souvent aux gens dans la formation que ça, c'est un des principes. Si vous comprenez ça, c'est vraiment un cadeau énorme. C'est que souvent, on croit que c'est nous qui cherchons les idées, en fait. Mais en réalité, c'est l'idée qui vient nous chercher. L'idée, elle est là à réfléchir, elle se dit, oh, j'ai envie de me manifester, Quelle est la personne qui pourrait m'aider à me concrétiser? C'est qui? Et paf, elle voit Marc, et paf, et là, tu te dis, ah, j'ai une idée. Il y a des millions de personnes qui sont là. C'est que l'idée, paf, on dit qu'on est inspiré. C'est exactement ça l'inspiration. C'est que l'idée nous a choisis. Donc, dis-toi que comme l'idée intelligente, comme la vie intelligente, si elle t'a choisi, c'est qu'elle sait que tu as déjà tout ce qu'il faut pour l'accomplir. Peut-être toi, dans ta conscience, tu sais que tu n'as pas tout là. Mais elle a déjà vu le potentiel. Elle a déjà vu ce qui va se passer. C'est un peu comme la plante. Une graine. Quand tu plantes la graine, quand tu la plantes, tu ne vois pas tout de suite tout ce qui... Non. Quand elle va être plantée, c'est elle-même qui va chercher
tous les éléments nutritifs pour qu'elle grandisse. Et c'est pareil comme l'idée. Elle est implantée. Avec le travail que vous allez faire ensemble, tu vas attirer à toi les personnes qu'il faut, les ressources qu'il faut pour qu'elles soient manifestées. C'est un peu métaphysique ce que je suis en train de dire, mais pas tant que ça, parce que quand on y réfléchit, une idée, c'est une graine, quoi. C'est une graine. Donc, quand tu comprends ce processus spirituel-là, tu sais que tu n'as pas besoin de lutter, en fait. Tu n'as pas besoin de lutter. Tu n'as pas besoin de lutter. Tu commences à lutter quand tu entres dans un mécanisme où tu as envie de devenir millionnaire. Et quand tu as envie de devenir millionnaire, si c'est un truc qui t'habite, c'est parce que ça t'habite toi, en fait. Ouais. Bon, si ça t'habite toi, ben c'est super. Le problème, c'est quand tu forces que c'est pas un truc qui t'habite, c'est pas un truc qui te... C'est pas ça ton truc, c'est pas ça ton film. Et on est tellement différents ici sur Terre, je pense pas que Nelson Mandela aurait pu faire ce qu'il avait fait si son but c'était de devenir millionnaire. Je pense pas que, comment on l'appelle, Steve Jobs aurait pu accomplir ce qu'il a accompli si son but c'était de sauver les personnes qui sont défavorisées. C'est que chacun d'entre nous a vraiment son... On n'est pas tous des roses. Il y a des tulipes, il y a des... Voilà, on est tellement différents. Donc plus je suis en accord avec moi, ce que je veux, plus les idées qui vont renforcer qui je suis et qui je peux devenir vont me retrouver. Et plus je vais mettre en application, plus je ne peux que être grand dans ce que je fais. C'est inévitable. Et que dirais-tu à une personne justement qui a plein d'idées et que finalement, ben, comment savoir c'est laquelle qui doit choisir? Bon, ça tombe bien parce que tu parles à quelqu'un qui a souvent beaucoup d'idées. Quelqu'un qui a souvent beaucoup d'idées. Donc, comment est-ce que je pourrais te dire ça? Là, je suis sur mon bureau. Ça, c'est un cahier de notes. Mon cahier de notes, ce qui est génial avec les idées, c'est qu'elles veulent se matérialiser, d'accord? Et que si une idée ne se matérialise pas avec toi, elle va aller trouver quelqu'un d'autre. La même idée, hein, la même idée. Ça ne va pas être matérialisé de la même façon, parce que vous n'êtes pas pareil. Mais souvent, on dit « Ah, mais j'avais la même idée. » L'idée, elle veut se matérialiser. Si tu doutes, OK. Donc, ça veut dire que dans l'intelligence, la façon dont l'univers a été fait, c'est que l'univers, l'intelligence de la vie, elle sait que les gens vont souvent douter. Et comme elle sait que les gens vont souvent douter, on n'a pas qu'une seule idée, on en a plusieurs. Et c'est là où le libre arbitre est vraiment intéressant. C'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment ce que je ressens à l'instant T. Et c'est pour ça qu'on va le dire tous les jours dans le développement personnel, c'est écoute-toi. Ce n'est pas ta mère, c'est pas ton père, c'est pas tes sœurs, c'est pas tes amis qui vont savoir ce que toi tu veux faire. Il faut que tu sois tellement en connexion avec toi et que tu saches reconnaître. Parce que n'oublions pas qu'il y a aussi de l'hypnose en fait. C'est-à-dire que notre entourage peut nous amener à avoir l'impression que l'idée vient de nous. Alors qu'en vérité, c'est pas, elle ne vient pas de nous, quoi. On a juste été, ça a juste été une suggestion en fait. Et si la suggestion elle est bien faite, ben, finalement on a l'impression que c'est nous. Donc le danger avec ça, bon, premièrement, c'est d'avoir un carnet où je note toutes mes idées. Et vous ne pouvez pas savoir, moi j'en ai plein. Parce que ce qui est bien avec les notes, c'est que le fait d'écrire tout le temps, ça vous amène à mieux vous connaître en fait. Et quand vous y mettez toutes les idées que vous avez eues, il y a toujours, les amis, un fil conducteur. Il y a toujours un fil conducteur. Il y a toujours un fil conducteur. Et c'est le fil conducteur là qu'il faut suivre en fait. Et quand j'ai le fil conducteur, il y a des idées que je peux avoir aujourd'hui, mais qui vont avoir leur application que dans 2 ans ou dans 3 ans. Mais je sais quoi? Je sais que c'est noté là. Je sais que c'est noté là.
l'idée, ça ne veut pas dire qu'elle doit être en application tout de suite. Il y a des gens qui ont des rêves d'enfants depuis tout petit. Et ce n'est qu'à leurs 30 ans qu'ils sont en train de le réaliser. Le problème, ce n'est pas d'avoir beaucoup d'idées là. Le problème, c'est d'avoir quelle est l'idée que je me sens apte à mettre en place aujourd'hui. Quelle est l'idée que je veux suivre aujourd'hui? On va aller beaucoup plus loin. Quelle est l'idée qui me permet d'être heureux aujourd'hui? Parce qu'il y a une combinaison en fait entre les idées et moi en fait. C'est que quand elle me choisit, c'est parce qu'elle sait aussi que je serai heureux avec ça. Et c'est pour ça qu'une chose, ça c'est mon avis encore, qui nous permet de savoir, c'est vraiment le sentiment de bien-être qu'on a lorsqu'on a une bonne idée. C'est pas l'idée, c'est pas, tu sais, tu as une idée, tu te dis, ah super, c'est une bonne idée. C'est un truc que il y a une chose que Abraham Lincoln faisait. Quand il voulait prendre une décision, il ne prenait jamais sa décision tout de suite. Il prenait le temps de réfléchir quand c'était une décision nouvelle. C'est-à-dire que lorsque je rencontre une personne et que la personne me parle de son idée, si je n'ai pas assez confiance en moi, je vais me laisser influencer, je vais dire oui, tout de suite. Mais souvent, quand quelqu'un discute avec nous de son idée, la chose à faire, c'est de prendre le temps et de voir une semaine, 2 jours, ça dépend comment nous, on écoute notre corps, on sait si c'est pour nous ou si c'est pas pour nous. Mais quand c'est mon idée, ben, tu sais ce que tu ressens par rapport à cette idée. Je ne sais pas si vous avez déjà eu une idée, c'est qu'il faut voir ça, c'est un peu comme quelqu'un qui joue un instrument de musique. Quand la personne est en train de jouer son instrument de musique, toi tu connais rien à la musique là, tu n'as pas fait de cours de musique, tu n'as rien fait. Mais quand la personne se met à jouer l'inspiration qu'elle a eue, même toi tu as des frissons. Comment tu expliques ça en fait? C'est un truc de dingue, on est d'accord avec ça. Ah, C'est que dans ton corps, tu sais que ça, c'est une musique, c'est une idée là. Mais c'est exactement pareil lorsque nous, on a nos idées pour nos projets. C'est que la même idée, elle va faire en sorte que lorsque je vais la mettre en place, les gens autour vont dire oh, super ton produit, il est super, il est génial, c'est top. Et c'est là où tu te rends compte en fait que nous tous ici, quand tu comprends ça, c'est qu'on n'est pas né pour rien en fait. Le résumé de l'histoire, c'est que tu n'es pas né pour rien. C'est que tu es né pour quelque chose, en fait. Tu as un rôle à jouer, en fait. Et plusieurs rôles à jouer. Et il y a des choses là qui t'attendent. Peu importe le temps que tu vas mener ou que tu vas mettre, ne doute jamais de ça, en fait. De l'influence que tu as dans la vie. C'est peut-être pas toi qui vas créer des choses énormes, mais tu peux être une source, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. C'est un système vaste qui est mis en place. La seule chose, c'est de croire à ce fil conducteur, quoi. Et d'être heureux, quoi. Tu le sais. Peut-être que j'entends souvent des personnes qui disent ouais, mais moi j'ai pas fait ça, j'ai pas ta confiance ou j'ai pas ton truc. Moi j'ai pas créé d'entreprise. Mais il faut vraiment qu'on ouvre les yeux en se disant que ce n'est pas forcément la façon dont toi tu vois les choses. Ce n'est pas forcément en créant ton entreprise que tu crées l'impact que tu as envie de créer. C'est pas forcément ça. C'est peut-être juste l'enfant que tu es en train de mettre, que tu es en train de mettre au monde. Et ton travail n'est que le processus par lequel tu... Bref, c'est un sujet qui est tellement vaste et moi qui me plaît tellement. C'est juste pour dire que arrêtons de nous plaindre. Fais ce que tu as à faire le jour où tu as à le faire. Et crois toujours que demain, tu as un truc énorme qui va se mettre en place. Et tu vas être surpris, en fait, de tout ce que tu vas accomplir. Tu vas être surpris. Les idées, tu les notes, tu relis de temps en temps. Ton idée, là, quand elle est à toi et qu'elle a envie de se réaliser, tu le sens. Tu ne dors pas. Tu ne dors pas. Partout là où tu vas, tu ne vois que ça. La vie, elle est tellement intelligente. Tu te poses des questions, quelqu'un il parle avec toi, il te parle de ce projet, tu dis mais c'est quoi? Tu fais encore comme si tu n'entends pas, tu dis ok c'est pas grave, tu continues ta vie et bim, tu tombes encore là-dessus.
Et laisse-moi te dire que ça peut même arriver qu'à la fin de ta vie, quand tu es là allongé sur ton lit de mort, tu as un regret, c'est de n'avoir pas écouté cette idée. Mm. Tu n'as pas écouté cette idée. Pourquoi? Mais parce que tu sais au fond de toi. Tu sais au fond de toi. Et c'est pour ça que ça demande de croire déjà beaucoup en soi, croire beaucoup en la vie et croire en ce que tu ressens, quoi. Croire en ce que tu ressens. Tu disais tout à l'heure, l'échec n'existe pas, le succès est toujours au rendez-vous. Est-ce que je dois comprendre, je connais à mon avis la réponse, mais est-ce que je dois comprendre que tu as tout réussi? Tu as toujours tout réussi? Tout ce que j'ai accompli, j'ai toujours réussi tout ce que j'ai accompli. Ouais. Ok. C'est quoi l'idée qu'il y a derrière, ou le mot échec ou le mot succès en fait? Pour moi, c'est, on va prendre l'exemple, on va donner l'exemple en fait. Et c'est très subtil ce que je vais dire là. Et ça n'engage que moi, d'accord? Ça n'engage que moi. On va prendre l'exemple que je suis en couple, d'accord? Ouais. Je suis en couple et du jour au lendemain, avec mon conjoint, ma conjointe, ça s'arrête. Ok? Est-ce que ça veut dire que c'est un échec? Beaucoup vont dire oui. Ouais. On est d'accord. À ce moment-là, en tout cas, ouais, Ouais, certainement. ouais. Ils vont dire oui, c'est un échec. C'est un échec. J'ai raté ci, j'ai échoué ci, Mais moi, je pense que c'est vraiment une. Je dis, ça n'engage que moi. Hein. Moi, je vois que c'est une vision à court terme. Nous, les êtres humains, on a trop une vision à court terme. C'est-à-dire que depuis qu'on l'espace et le temps, en réalité, dans le monde quantique, c'est vaste là. Pour moi, un échec, c'est comme si tu dis que, étant donné que tu n'es plus avec cette personne-là, l'amour n'existe plus. Et c'est là où je dis que c'est une grosse erreur, parce que l'amour, il continue à exister là. L'amour, t'as pas ta relation, tu n'es plus avec cette personne-là, ok. Mais ça ne veut pas dire que l'amour n'existe plus ou que tu ne vas plus aimer. C'est ça que je dis que c'est dans le long terme. Dans le long terme, parce que tu as une grande probabilité de rencontrer une personne qui va te rendre aussi heureux, aussi heureuse, d'aimer encore autant. Le but, c'est pas de focaliser sur la personne, mais de focaliser sur la notion d'amour. Moi, ce que je veux, c'est d'aimer les gens et d'être aimé en retour. Et quand je suis dans cette logique-là, je ne peux jamais échouer en amour. Comment c'est même pas possible. Échouer en amour, c'est même pas possible. Comment ça se fait en fait? C'est pas possible. Nous, on ne se connaît pas là. C'est pareil en amitié, on ne se connaît pas là. On a juste discuté à quelque temps et tout. Mais si demain, on ne se parle pas, on ne se parle plus, est-ce que ça veut dire que c'est un échec? Non. Le moment qu'on a vécu ensemble, ça a été chouette, ça a été... Je dois vivre d'autres choses. Et toi aussi, tu dois vivre d'autres choses. Ça sera différent. Mais une chose est sûre, c'est que l'amitié, l'amour existe toujours. Et c'est pareil pour la réussite. La réussite, tu ne peux pas la résumer à un domaine de ta vie ou à une période de ta vie. C'est toute ta vie là en fait. Dès que tu es né, on a lancé le coup de départ. Go, c'est parti. Et le jeu ne se terminera que lorsque tu ne seras plus là en fait. Et lorsque tu seras parti. Et c'est là où on pourra dire, ok, et ben, dans ce monde-ci, ben, c'est la fin. S'il n'y a jamais un monde après. Et merci à toutes les personnes que j'ai rencontrées autour de moi qui m'ont donné de l'amour. La preuve, c'est qu'il y aura du monde autour de toi. Je pense pas qu'il y a l'échec pour moi, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Là, c'est nous les hommes qui avons utilisé cette notion-là. Parce qu'on veut de rendement, parce qu'on veut la performance, parce qu'on veut ci, parce qu'il y a des coûts financiers, parce qu'il y a. C'est nous qui avons décidé de ça, en fait. C'est un peu comme si les animaux, ils disaient que moi, quand moi j'ai changé j'ai un maître maintenant, j'ai plus le même maître. Un chien, il n'a plus le même maître, la même maîtresse, ça veut dire qu'il a échoué. Vous imaginez un chien qui dit ça? Parce qu'il n'a plus le même. Non, c'est que c'est la vie. La seule chose, c'est de la vivre en fait, comme toi tu as décidé de la vivre. Bien sûr que tu vas avoir des déceptions. Bien sûr que tu vas avoir des déceptions.
ça ne veut pas dire que tu as échoué. Nous sommes nous sommes tellement beaux en tant qu'êtres humains, nous sommes tellement intelligents, tellement brillants. C'est un peu comme si tu disais qu'on a au monde, on a mis au monde une machine défectueuse. On n'est pas un ordinateur là, on n'est pas, on est grand, on est beau, on est belle, non, cette notion d'échec là, pour moi je trouve que ça fausse tout en fait. C'est comme si tu es en train de vivre tout le temps tes derniers jours. Tu vois ce que je veux dire? Chaque jour, tu es en train de te dire, ah, on va me virer et tout, c'est la fin et tout, c'est un échec et tout. Non, c'est déprimant. Alors que la vie, elle doit être belle. Moi, quand j'ai été dans la rue, et je le dis encore, ça c'est par rapport à mon expérience, parce que j'ai beaucoup pensé ça. Quand j'ai raté mon baccalauréat et que tout le monde a réussi, dans ma tête, c'est que j'avais échoué. J'avais échoué et c'est ce qu'on m'a inculqué et c'est ça qui a fait en sorte que j'ai intenté à ma vie. C'est grave ça. C'est pour ça que moi j'empêche vraiment les gens quand je peux et avec le peu de moyens que j'ai, j'amène vraiment les gens à dire que hey, ça c'est une conception triste de la vie. Il n'y a pas d'échec là. Imaginons que voilà, ton baccalauréat là, tu l'as pas. Tu le refais là. Ben, tu l'as eu. Ben, du coup, l'échec que tu as eu avant, ça compte toujours ou ça compte pas? Tu vois ce que je veux dire? Ça n'a plus de sens, ça. Ça n'a plus de sens. Le seul truc, c'est, voilà, j'avance. Ce que je veux, c'est l'amour dans ma vie. Et tout ce que moi je vais trouver, à qui je pourrais le donner, ben, je serai heureux. Tous ceux qui vont pouvoir m'en donner, je serai heureux. Je serai heureux également. Et on fait notre bout de chemin. Ben, comme ça. Je trouve que c'est beaucoup plus simple. Par contre, on a des déceptions. Mais ça ne veut pas dire qu'on a échoué. Par rapport à ça. J'espère que Vas-y, j'espère que Max. ceux qui, non, je disais juste que j'espère que ceux qui nous écoutent se rendent compte de la valeur là de ce qui vient d'être dit. Ouais. C'est énorme, c'est un beau cadeau que tu as fait là, Didier. Merci. Avec plaisir. Ouais, moi j'avais envie de revenir, parce qu'on parle souvent de l'enfant et de qui tu es aujourd'hui, et j'avais envie de savoir qui aurais-tu voulu devenir quand tu étais enfant, et de voir par rapport à aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est la même chose ou c'est différent Ça c'est c'est une discussion. Quand on est enfant, vous savez, dans beaucoup de livres de succès, de la réussite, on dit que le rêve d'enfant, ce que j'ai envie de dire, c'est que quand on vit au monde là, on n'a pas beaucoup d'expérience en ce qui concerne la vie et en ce qui concerne les rêves en fait. On n'a pas beaucoup d'expérience. Donc souvent les gens ils vont déterminer et il y a une des techniques qui permet de se rendre compte très tôt de ce que l'enfant a envie de faire, c'est de l'exposer à un maximum de choses, un maximum d'activités et d'observer comment est-ce qu'il va se comporter en fait. Parce que lorsque l'enfant est exposé à plusieurs choses, sa réaction, la façon dont il va être passionné, il y a des choses avec lesquelles il va avoir une relation limite mystique, une relation spirituelle que nous, on ne va pas comprendre en fait. Le garçon, il a le ballon de football. Toi, tu te dis juste que c'est un ballon de football, mais dans sa tête, c'est pas juste ça en fait. C'est que c'est autre chose. On va voir des personnes moi j'ai un neveu, lui les trains, les moyens de transport, les avions et tout, c'est un truc de dingue. Et on peut le prendre pour un fou en fait. Mais en réalité, c'est que nous, on n'arrive pas à voir comment lui il entraîne. Parce que lui, quand lui voit l'avion, là, c'est pas. C'est un peu comme des personnes qui font des grandes inventions. C'est que quand ils vivent une expérience, on est avec eux, mais c'est pas la même traduction qu'ils ont dans leur esprit en fait. Et un enfant, c'est ça face à ses rêves. C'est que moi, je continue à dire que il y a des enfants ils ont la chance très tôt d'être exposés à ce qui les fait vraiment vibrer. Et il y en a d'autres, c'est pas le cas. Ils ne savent pas en fait. Parce que faute de moyens, faute d'activités ou bref, ils ne savent pas.
Donc, ce qui fait qu'ils ne font que suivre, surtout s'ils n'ont pas fait de développement personnel, ils ne font que suivre le, euh, le cours, le cours de la vie. Mais je trouve que ça, c'est intéressant dans la mesure où, si on prend l'exemple d'un enfant qui naît prince, l'enfant, il naît prince. Mais quand il naît, là, on est d'accord qu'il est comme tous les autres enfants. Sauf que quand il naît, on lui dit, t'es prince. Donc, tu as une position, le royaume là, c'est toi qui vas le gérer. Et tu as des responsabilités. Et on commence à lui apprendre ce qu'il faut dire, ce qu'il faut faire et tout. Ce qui fait qu'au moment quand il devient roi, quand il est devant une personne, tout son être, même si tu enlèves sa couronne, quand il arrive quelque part, tu sens que lui là, il est différent. Pourquoi? Parce qu'on l'a préparé à. Et moi, je pense que quand moi j'étais petit, je voulais devenir pilote. Je voulais devenir... mais c'était pas quelque chose que je voulais vraiment. Parce que quand on est petit, il faut qu'on soit franc là. On a envie d'intéresser les gens. On a envie d'intéresser le monde là. Et souvent, on choisit ce qu'on sait que ça va avoir un... Tout dépend de la relation qu'on a avec les gens qui sont autour de nous. Ça va attirer l'attention, ça va donner un certain regard. Il y a des enfants qui te disent quand ils sont petits, ils veulent devenir médecin. Parce qu'ils sentent que quand on est petit là, ce qu'on recherche le plus pour la plupart des enfants, c'est l'amour des parents. Et pour ça, vous n'avez pas idée de ce qu'on est prêt à faire. Vous n'avez pas idée de ce qu'on est prêt à faire. Quand on sait que le parent, il a fait ça, qu'on a dit qu'on voulait faire, on y va. Mais il y en a d'autres qui, c'est pas tant ce qu'ils disent, mais la façon dont ils se comportent face à certaines activités, face à la façon dont ils parlent, la façon dont ils... tu sens déjà qu'il y a il y a des gens qui sont vraiment doués pour ça, à déterminer très vite c'est quoi le potentiel de l'enfant. Donc moi, les rêves d'enfant, c'est, moi je trouve que il y a beaucoup de cas où c'est vraiment des déceptions, vraiment des déceptions. Je sais que c'est très très rare. À part si le parent a voulu que son enfant devienne X ou Y et très tôt il a commencé à l'amener à. Mais c'est très rare qu'un enfant, aujourd'hui, un ado, il est tellement angoissé parce qu'il ne sait pas ce qu'il veut devenir. Il ne sait pas ce qu'il veut faire, un ado. Donc tu imagines quand on est enfant, je trouve que c'est très tôt. Il n'y a que l'attitude, il n'y a que le comportement qui veut montrer. Moi, je vais dans les universités, des gens, ils viennent de terminer 5 ans, 6 ans. Il termine là, mais là, il ne sait pas ce qu'il va faire. C'est-à-dire qu'il a son diplôme de psychologie, qu'il a terminé, mais il ne sait pas ce qu'il va faire. Je pense que... Donc, tu imagines un enfant, c'est génial. C'est énorme. C'est énorme. Oui, c'est énorme. Nous, on accompagne, Jean-Baptiste et moi, entre autres, on accompagne pas mal d'adolescents qui sont à la recherche de leur projet. Quels seraient les 3 conseils que tu donnes à un adolescent qui sort avec un projet, voilà, qui sait ce qu'il veut faire? Alors, dernièrement, j'ai eu quelqu'un qui m'a dit, voilà, moi, j'aimerais être youtubeur, voilà, ce qui pour les parents est un peu challengeant, du coup. Quels sont les conseils que tu donnerais à un jeune qui a un projet et qui entend peut-être beaucoup de choses de son environnement, où attends, t'es fou, c'est dangereux, c'est pas sûr, c'est pas certain, et pourtant lui, il pense que ça c'est vraiment le projet qu'il veut faire. Ouais, moi je pense que c'est comme nous, hein. Tu dis adolescent, mais c'est comme adulte. Hein. Adulte aussi, bien sûr, ouais. Tu vois, quand ouais. moi j'ai des gens là qui veulent changer de boulot, mais c'est la même phrase, hein, qui veulent Ouais. démissionner, c'est le même truc. Hein, C'est le même truc, bien sûr. C'est le même truc. T'as raison. Alors, quels sont les 3 là-dessus. conseils que tu donnes là-dessus? Les 3 conseils que je donne là-dessus. Le premier, comme ça, moi ça a toujours marché avec moi, c'est d'aller rencontrer la personne qui est la plus douée dans ce domaine-là. C'est d'aller la rencontrer. Si c'est un youtubeur, je vois le youtubeur que j'aime, que j'apprécie, Moi, j'ai toujours fonctionné par inspiration. Je continue à dire que je suis le fil. Je suis le fil.
C'est-à-dire que je pense qu'un rêve, il faut le protéger, il faut le nourrir. Et pour le nourrir, il faut le nourrir avec les bonnes personnes. Donc, je vais aller voir les personnes qui ont déjà obtenu ce que moi j'ai envie d'obtenir et je vais leur poser des questions. S'il faut que je paye des sous pour aller les rencontrer, pour avoir un dîner avec eux, pour échanger avec eux, j'en ai rien à foutre, il faut que j'aille les rencontrer. Parce que ces personnes-là, non seulement je vais avoir un raccourci, mais je vais avoir une vision qui va être, vraiment dans la réalité, en fait. Dans la réalité. Et c'est tellement important d'aller voir une personne qui nous inspire parce que ces personnes-là, sans s'en rendre compte, je continue à dire que quand une personne nous inspire, c'est parce que en elle, on a une affinité qu'on ne connaît pas. Ça veut dire que quand je vais parler avec cette personne-là, inconsciemment, je vais avoir des réponses à des questions que je ne savais même pas, mais qui vont me permettre d'aller encore beaucoup plus loin. Première chose, c'est que je vais aller rencontrer cette personne-là. Et surtout, ça n'a rien à voir avec les gens que je vais voir autour de moi, c'est que mon rêve, il faut que je le protège. Il faut que je le protège. Et c'est un peu comme si tu dis aujourd'hui que tu as envie de devenir millionnaire et tu demandes à ta mère comment faire. Ça n'a aucun sens. Si tu n'es pas millionnaire, ça n'a aucun sens. Si tu as envie de devenir auteur ou tu as envie de devenir, je ne sais pas, directeur général de je ne sais pas quoi, voilà, tu vas voir une personne, c'est comme un mentor. Mais tu ne lui dis pas tout de suite que je veux que tu sois mon mentor parce qu'il va avoir peur. Non, 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 non. Tu vas juste discuter avec la personne, ça c'est la première chose. La deuxième chose que moi je donnerais comme conseil, c'est tout simplement de me lancer tout de suite. C'est de me lancer tout de suite en faisant des tests. En faisant des tests. YouTubeur, c'est pas compliqué là. Je commence et je me lance. Je vois ce que ça donne, j'apprends. Je vois ce que ça donne, j'apprends, je pose des questions, je rencontre, voilà, c'est que je me mets tout de suite dans le bain parce que généralement, quand on doute, surtout quand on a un environnement qui est un peu hostile, il faut qu'on se mette dans l'action et qu'on ait des gens qui nous encouragent tout de suite. Maintenant, le troisième point, qui n'est pas tant le troisième point, qui est en réalité le tout premier point, c'est que je vais avoir une discussion avec les personnes qui sont les plus importantes pour moi. Je vais réunir mon père, je vais réunir ma mère. Là, c'est une question de leadership. C'est clairement une question de leadership. Les personnes qui nous font souvent douter, en réalité, sont les gens qui nous aiment. L'idée, c'est pas d'aller en clash avec eux tout de suite. Il faut être plus intelligent que ça, il faut être plus malin que ça. Donc, en question de leadership, ça veut dire qu'il faut que j'entre dans une communication avec eux. C'est-à-dire que je vais aller sur une voie que eux, ils ne voient pas possible ou ils pensent que je ne vais pas être heureux. C'est pas grave. On discute. Et on met en place un arrangement. L'arrangement, c'est quoi? Ça peut être, OK, moi j'ai envie de faire ça, papa, j'ai envie de faire ça, maman et tout. Je suis vraiment doué là-dedans. Je sais que vous ne voulez pas. Je vais continuer mes études, là jusqu'au baccalauréat. OK. Et en parallèle, je vais lancer ma chaîne YouTube. Je vais consacrer tel nombre de temps par rapport à ça et tout ça. Et si ça marche, si j'ai 100 abonnés ou 200 abonnés ou 1000 abonnés au bout est-ce que vous m'accompagnez? La véritable question pour que la négociation marche, c'est qu'est-ce que je devrais faire pour que j'ai votre appui à 20%, à 30% ou à 50%? Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour ça? Super. C'est une négociation. L'autre chose que je peux encore avoir avec eux, c'est tout simplement de leur dire, hey, l'histoire, elle peut être écrite de deux façons, papa, maman. C'est que votre fils que vous aimez, quoi qu'il arrive, vous me connaissez, je suis quelqu'un de têtu, quoi qu'il arrive, je vais le faire, ce truc. Je vais le faire, ça c'est sûr. Mais l'histoire peut s'écrire de deux façons. Soit je dirai plus tard que vous m'avez aidé, soit je dirai que vous m'avez mis les bâtons dans les roues. Quelle est la version que vous voulez que je dise? Parce que moi, je sais que moi, je vais le faire. Je vais le faire. Mais il faut qu'on s'entende. Dans quelles conditions? Parce que je sais que vous faites ça pour m'aider. Pour m'aider. Mais c'est quoi les conditions? Donc, c'est juste une négociation qu'il faut avoir, en fait. Et le but avec cette stratégie-là,
c'est qu'au moins, même si à un moment ça arrive à un niveau de rupture, on ne pourra jamais me reprocher de n'avoir pas fait l'effort, de n'avoir pas averti mes parents, de n'avoir pas discuté avec les personnes qui sont les plus importantes pour moi, parce que y aller tout seul aussi, tu connais la solitude de l'entrepreneur, c'est pas cool. Mais c'est une négociation qu'il faut mettre en place. C'est une négociation. Parce que les gens, tout ce qu'ils veulent, c'est qu'on réussisse en fait. Dès qu'on commence à les montrer les premiers signes de réussite, ben, ils commencent à croire un peu plus en nous en fait. Mais si c'est tout le temps où c'est... Donc ça veut dire que quand on y va là, il faut qu'on y aille pour dire vraiment que ça marche. Et c'est un peu comme notre cerveau, il est rassuré d'un autre côté, en leur disant que ok, ouais, mais tu te lances là, tu n'as pas de baccalauréat et tout, bah ok, il faut que j'ai le baccalauréat, d'accord, ok. Ou bien tu y vas, si j'ai mes premiers 1000 euros, est-ce que c'est bon? Ben oui, si tu as tes premiers, parce qu'ils vont penser à un moment que, et je pense que c'est, non seulement on montre à nos parents qu'on est mature, qu'on a bien réfléchi, le seul truc c'est que il faut que ces personnes-là se rendent compte que nous sommes sérieux et que nous sommes matures en fait. Parce que dès qu'ils ont compris ça, c'est rare les enfants qui disent à papa, qui donnent un biais ils disent à papa, j'aimerais qu'on discute samedi à 15h. Est-ce que tu es libre? Maman, j'aimerais qu'on discute à 15h. Les parents vont se dire, mais c'est quoi, qu'est-ce qu'il y a et tout. Et il arrive et tout. Il arrive là, il s'installe et il leur dit, je vous ai réunis parce que je connais vos réticences par rapport à... Mais j'aimerais qu'on... Même les parents, ils vont se dire, mais c'est qui ce gosse? C'est qui ce gosse? Mais l'idée, c'est comme je disais, c'est que quand tu veux prendre des décisions importantes, il faut que tu t'élèves par rapport à la personne que tu étais avant. Et c'est sûr qu'il faut que tu le fasses. Il faut que tout ton entourage comprenne qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Ils ne savent pas quoi, mais qu'ils comprennent que, hey, lui là, c'est... et c'est comme ça qu'on fait pour déterminer les gens qui ont un haut potentiel. C'est parce que à travers l'image qu'ils projettent, leur façon de communiquer, leur façon de s'habiller, leur attitude, ils projettent déjà quelque chose qui amène déjà à penser que lui, il pourra réussir. Lui, ça peut marcher. Voilà les 3 conseils rapides comme ça que je pourrais donner. Merci. Merci. Yes. Ben, l'heure tourne là. Jean-Baptiste, est-ce que tu as encore une question? Non, non, je pense qu'effectivement l'heure tourne. Moi, ce que j'ai envie de demander à Didier, ben voilà, si les gens veulent te voir, où est-ce qu'ils peuvent te voir? Qu'est-ce que tu proposes prochainement? Quelles sont les activités, les conférences et tout qui sont à ton agenda? Là, j'ai un événement le 2 novembre à Paris, qui est le Grand Sommet de la Motivation. Il y a des conférenciers qui viennent du Canada, Belgique et tout ça. C'est www.lejsm, le Grand Sommet de la Motivation, dans lejsm.com. C'est le 2 novembre, donc vous pouvez me retrouver. J'ai des conférences que je donne là également. Mais le grand événement, c'est vraiment le Grand Sommet de la Motivation. Ah ben, nous, on y sera en tout cas. Ouais. On a déjà nos places. On a déjà nos places. Et alors c'est concrètement en 2 mots, hein, enfin en 2-3 phrases, c'est quoi le Grand Sommet de la Motivation? Qu'est-ce qu'on va y trouver? Le Grand Sommet de la Motivation, c'est tout ce qu'on ne vous a jamais dit sur la réussite. Ok. Tout ce qu'on nous a jamais dit sur la réussite. Et que là, on va vraiment... c'est pas moi qui interviens. Là, je laisse vraiment la place à d'autres conférenciers pour partager leur histoire, leurs conseils sur la réussite. Ouais. C'est une façon de réfléchir ensemble sur qu'est-ce que c'est en fait. Qu'est-ce que c'est. Et pour que, parce que je ne sais pas pour vous là, mais moi 2020, ça va être une année de grand challenge. Cette année-ci, c'était la meilleure année de ma vie. Mais 2020 là, je suis déjà en train de me préparer pour que ce soit une année de dingue, spectaculaire. Ouais. Et souvent, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que c'est maintenant qu'on commence à préparer 2020. C'est maintenant là. Parce que les relations que je commence à avoir aujourd'hui, ce sont ces relations-là, la qualité de ces relations-là qui vont commencer à payer en 2020.
ce que je commence à faire aujourd'hui, ce sont des effets cumulés. Donc, plus j'ai bien pensé à mon année 2020 en forme de trimestre, plus je sais exactement ce qu'il y a à faire. Mieux, il faut que je prépare tout le carburant que je vais avoir, quoi. Toute l'énergie, toutes les stratégies pour que quand 2020 va arriver, ça va juste être un peu comme si je suis en train de patiner, comme si je suis en train de patiner. Mais avoir de l'avance, c'est que souvent ce que je dis aux gens, c'est que l'année, si je termine 2019 en beauté, c'est sûr que 2020 va être génial. Je vais peut-être avoir quelques imprévus, peut-être que c'est la vie, mais si 2019, ça se termine en beauté, ça se termine en beauté parce que j'aurais fait ce que j'ai à faire, mais surtout avec l'excitation de commencer la nouvelle décennie avec un nouveau mental, un saut quantique en fait. C'est ça la grande idée. C'est qu'en 2020, il y a un saut quantique. En tout cas, je vois Super. dans le chat box que Fabienne aussi viendra au sommet, donc on la verra aussi. Elle est déjà inscrite. Et donc, à mon avis, il y aura encore beaucoup de monde qui vont s'inscrire. Super. Ben, ça se fera plaisir. Ça fera plaisir de vous y voir. Ok. Eh bien, Didier, ben, tout grand merci. On a, je pense, je viens de regarder dans le chat, on a posé toutes les questions qui avaient été déjà demandées aussi. Donc c'est bon. Un tout grand merci pour ta générosité, Merci. parce que ça reste toujours, voilà, les personnes qui nous inspirent. En plus de ça, elles sont généreuses. Ça a été très vite un oui et on le fait, on y va. Donc un tout grand merci. Let's go, ouais, action. Let's go. Ouais, c'est ça. En Eh tout cas, moi, je bien, vous dis merci beaucoup. Et ouais, continuez à faire ce que vous faites parce que on en a tous besoin, quoi. ouais. Chacun notre façon. Ok. Merci, Merci. bravo à toi aussi. Merci. Au revoir tout le monde. revoir. Et n'oubliez pas que mercredi 16 octobre à 16 heures, on interview donc Dominique Ranquin et Marie-Josée Tardif. Vous avez toutes les informations sur nos sites respectifs ou pages Facebook. Voilà, passez une bonne fin de dimanche. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ciao, ciao.